Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir enfin rejoints pour le colloque Habiter dans la littérature pour la jeunesse. Je souhaite tout d'abord remercier Agnès Oisu, directrice de la médiathèque Marguerite Yourcenar, d'avoir accepté d'accueillir le colloque Habiter dans la littérature pour la jeunesse dans cet auditorium, ainsi que son équipe, et particulièrement Van Tamine et Thierry Champré, pour l'aide qu'ils apportent au bon déroulement de cette manifestation. J'adresse également mes très vifs remerciements aux membres et amis du CRILJ qui se sont impliqués dans la préparation, l'organisation et la réalisation, parfois chamboulée ou périlleuse, de ce colloque. En 2020-2021, le CRILJ a choisi de développer un projet sur Habiter dans la littérature pour la jeunesse. Le travail conduit les années précédentes sur la pauvreté, ayant mis en lumière la place fondamentale tenue par l'habitat. Point de départ de la première expérience de l'être humain lorsqu'il vient au monde, le nid dans lequel il est accueilli remplit un rôle d'abri, mémoire heureuse d'une demeure originelle, avec ses qualités de repos et de sécurité. Que cet abri se révèle ensuite solide ou précaire, fixe ou mobile, garanti ou incertain, il ne suffit pas d'être abrité pour habiter. De nombreux dictionnaires définissent celui qui habite comme celui qui vit dans un lieu. C'est seulement quand nous pouvons habiter que nous pouvons bâtir. Condition fondamentale de vie de l'être humain selon Heidegger, habiter se révèle comme un outil de construction de soi, mais il permet également de se situer et d'exister aux yeux des autres. La nécessité d'interroger les multiples facettes de la notion d'habiter s'est rapidement imposée. Elle engage à un dialogue interdisciplinaire allant de la philosophie à la géographie, de l'anthropologie à l'architecture, en passant par l'urbanisme ou la littérature. C'est ce qui a conduit le CRILJ à définir un ensemble d'actions qui devaient se déployer selon la vocation qui est la sienne, d'une part en direction des enfants et des jeunes, et d'autre part dans l'accompagnement des divers médiateurs impliqués à leur côté. Toutes ces perspectives ont d'abord été mises à l'arrêt à partir de mi-mars 2020 par le déferlement de la pandémie de Covid-19 qui touchait la France. Elles ont ensuite été fortement bousculées, décalées, reportées au fil des confinements successifs et de la mise en place de mesures sanitaires restrictives. Le CRILJ a reçu, durant cette période de grande incertitude, des marques de confiance très encourageantes de la part du Bureau de la lecture publique au ministère de la Culture, grâce à Thierry Claher et à Marion Loire, de la part de la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative au sein du ministère de l'Éducation nationale, grâce à Hélène Hess, qui l'ont conduit à poursuivre ces projets liés au thème d'habiter. De la même manière, aucune défection parmi les intervenants n'est venue perturber le programme de ce colloque lors de son report de février à octobre 2021. Je remercie toutes ces personnes je remercie chaleureusement ces personnes d'être restées à nos côtés et d'avoir maintenu leur soutien au CRILJ. Ce colloque pluridisciplinaire sera l'occasion de mettre en synergie des temps d'analyse, de réflexion et d'échange en donnant la parole à des chercheurs, des auteurs, des illustrateurs, des enseignants, des bibliothécaires et des libraires, des acteurs de terrain, des passeurs. Leurs interventions proposeront des démarches pour faire entrer les enfants et les jeunes dans deux dimensions fonctionnelles et symboliques de l'espace, en mobilisant la diversité des ressources offertes par les livres accessibles à la jeunesse pour mieux comprendre le réel grâce à l'imaginaire, parce que nous savons depuis l'émission de Pierre Dumayet que lire, c'est vivre. Les autres composantes du projet du CRILJ initial seront mises en œuvre dans les mois à venir, sélection d'ouvrages thématiques, publication d'une brochure à destination des médiateurs, Habiter dans la littérature pour la jeunesse, repères et propositions, animation favorisant la rencontre des jeunes lectrices et lecteurs avec des auteurs, des illustrateurs, des libraires, et la publication en 2022 d'un cahier du CRILJ numéro 11, rendant compte de ce colloque. Avant de commencer nos travaux, je souhaiterais enfin associer le CRILJ, fidèle à ses engagements d'éducation populaire, à l'hommage qui sera rendu aujourd'hui à Samuel Paty et à son action en tant que professeur
pour former les jeunes à agir en citoyens actifs et responsables. L'espoir, disait Václav Havel, n'est pas la conviction qu'une chose aura une issue favorable, mais la certitude que cette chose a un sens, quoi qu'il advienne. Je vais revenir dans le cœur de nos travaux. Le CRILJ a pu nuer un peu tardivement, ce qui explique que vous n'en ayez pas trace dans le programme. Un partenariat aussi inédit que fructueux avec le service de l'architecture du ministère de la Culture. Nous accueillons Frédéric Aboury, adjoint à la sous-directrice de l'architecture, de la qualité de la construction et du cadre de vie, pour une intervention qui lui permettra de présenter le service de l'architecture et son action, ainsi que les Journées nationales de l'architecture, placées cette année sous le signe du vivre ensemble, dans lesquelles notre colloque s'inscrit. Je vous donne la parole. Merci. Oui, d'accord. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le Centre de recherche et d'information sur la littérature jeunesse, et en particulier sa présidente, Madame Françoise Lagarde, de m'avoir invité à dire quelques mots au début de votre colloque « Habiter dans la littérature pour la jeunesse ». Je suis très heureux de représenter le ministère de la Culture à ce colloque sur la question de l'habitat, et ce à double titre. D'abord parce que la question de l'habiter et du logement est bien sûr au cœur des préoccupations du service de l'architecture, mais aussi parce que la sensibilisation des plus jeunes à l'architecture est essentielle pour faire de nos futurs concitoyens des acteurs de leur cadre de vie. Les 18 mois qui viennent de s'écouler ont mis en évidence le lien étroit entre la qualité de nos espaces de vie et notre bien-être. La question de la qualité du logement est apparue encore plus essentielle qu'auparavant. Le développement du télétravail a modifié les modes d'habiter. Nos logements se sont révélés souvent peu adaptés à une multiplicité d'usages. Des besoins de nature et d'espace se sont exprimés plus intensément. Or, le propre du métier d'architecte est précisément de répondre à ces attentes en imaginant des solutions pour relever les défis écologiques, sanitaires et sociaux de notre temps. Tous ces nouveaux enjeux ont conduit le ministère de la Culture et le ministère chargé du Logement à lancer un processus d'expérimentation-action de grande envergure intitulé « Engagé pour la qualité du logement de demain ». Cet appel à manifestation d'intérêt va permettre de tester de façon concrète et rapide sur le terrain de nouvelles façons de faire des logements. Il a été lancé hier en présence des deux ministres à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à l'occasion du lancement des Journées nationales de l'architecture. Vous voyez donc que votre colloque est en pleine actualité. Mais revenons à la question qui nous préoccupe aujourd'hui, la sensibilisation des enfants à la qualité de leur cadre de vie. En matière d'éducation artistique et culturelle, l'action du service de l'architecture s'inscrit dans le plan 100% EAC, dont l'objectif affirmé par le président de la République est qu'à l'horizon 2022, chacun des 12 millions d'enfants d'âge scolaire de 3 à 18 ans puisse bénéficier chaque année d'au moins une action d'éducation artistique et culturelle. La politique du service de l'architecture dans ce domaine s'articule principalement autour de 3 volets que je vais rapidement évoquer. Tout d'abord, l'action éducative dans les villes et pays d'art et d'histoire. Dans le cadre des conventions qui sont passées entre l'État et les collectivités territoriales au moment de l'attribution de ce label, une annexe spécifique est systématiquement consacrée à l'éducation artistique et culturelle. Je rappelle que le label est décerné par l'État aux villes qui souhaitent s'engager dans une politique de sensibilisation de leurs habitants, des visiteurs et du jeune public à la qualité du patrimoine et de l'architecture de leur territoire. Aujourd'hui, on compte 202 villes et pays d'art et d'histoire qui, par le biais de leurs animateurs, organisent des activités autour de l'architecture et du patrimoine tout au long de l'année et sur tous les temps de l'enfant, qu'ils soient scolaires ou périscolaires. Le deuxième volet, toujours en lien avec une des priorités du plan 100% EAC, concerne la sensibilisation à l'architecture et à l'espace des enfants de maternelle via la publication de fiches pédagogiques pour les enseignants. L'élaboration de ces fiches résulte d'un partenariat étroit avec la Direction générale aux enseignements scolaires du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Elle a mobilisé l'expertise d'une chercheuse en pédagogie de l'ENS de Lyon, Institut français de l'éducation,
d'une conseillère pédagogique du premier degré cycle 1, de l'inspection académique du premier degré de Paris et d'une architecte du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'Hérault. Ce travail a abouti en juillet dernier à l'ouverture d'une rubrique architecture espace sur le portail internet de ressources EduScol du ministère de l'Éducation nationale, qui est destiné aux professeurs des écoles et que je vous invite à aller consulter. Et enfin, troisième volet, l'opération Lever les yeux, qui est organisée dans le cadre des Journées nationales de l'architecture et qui est le point d'orgue de l'action des réseaux de l'architecture en matière de AC. Comme vous le savez peut-être ou sans doute, chaque année, au mois d'octobre, depuis 6 ans, les Journées nationales de l'architecture, qui sont une manifestation nationale organisée par le ministère de la Culture, ont vocation à fédérer les initiatives qui contribuent à la découverte de l'architecture et de ses métiers auprès de tous les publics et de valoriser l'action des réseaux, qu'il s'agisse des maisons de l'architecture, des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, ou des villes et pays d'art et d'histoire. Grâce à une programmation foisonnante, avec des balades urbaines, des débats, des projections de films, des expositions, des visites de chantier, des ateliers jeunes publics, des portes ouvertes, les journées de l'architecture, qui sont placées, comme Françoise Lagarde l'a rappelé, sous le thème du vivre ensemble cette année, ont pour objectif de familiariser les publics aux enjeux de l'architecture, de leur fournir des clés de compréhension de cette discipline qui façonne leur quotidien et de leur donner l'occasion de rencontrer des professionnels. Le dispositif Lever les yeux, qui a été lancé en 2019 conjointement par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, est organisé le vendredi qui précède le week-end des JNA, c'est-à-dire aujourd'hui. Il invite les scolaires, de la maternelle à la terminale, à sortir des classes avec leurs enseignants pour découvrir leur patrimoine architectural de proximité, apprendre à lire l'architecture, à décrypter le paysage. Enfin, je souhaiterais conclure en disant quelques mots sur l'activité éditoriale du service de l'architecture, en tout cas pour sa partie tournée vers le jeune public, qui d'une certaine façon explique ma présence aujourd'hui à ce colloque. La bibliographie que j'ai là et que vous avez dans vos dossiers est le résultat d'un travail effectué par le service de l'architecture. Elle recense plus de 300 titres qui étaient déjà identifiés en grande partie par les institutions spécialisées en architecture, qu'il s'agisse de la Cité de l'architecture et du patrimoine, des maisons de l'architecture, des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, de l'Ordre national des architectes. Mais elle est aussi le fruit de recherches complémentaires menées dans les bibliothèques sur des sites spécialisés en littérature jeunesse. Je tiens d'ailleurs à cette occasion à remercier de nouveau le Centre de recherche et d'information sur la littérature jeunesse, Françoise Lagarde, Viviane Ezrati et Soisic Join, qui, par leurs contributions très précieuses, ont permis d'enrichir cette bibliographie, notamment par l'ajout de parutions très récentes. Donc vous avez vraiment une version parfaitement à jour de cette bibliographie. C'est un travail que nous avons souhaité collaboratif et évolutif. Par conséquent, si certains d'entre vous souhaitent nous faire des suggestions d'ajouts que nous n'aurions pas encore repérés, nous en serons tout à fait ravis. Toujours dans le domaine éditorial, nous avons engagé un partenariat avec les éditions du patrimoine et nous allons créer une collection d'ouvrages jeunesse consacrés plus spécifiquement à l'architecture, au paysage et à l'urbanisme. Qu'est-ce que le métier d'architecte ou de paysagiste aujourd'hui? Comment construit-on? Quel est le rapport entre la ville, le périurbain, la campagne? Toutes ces questions seront abordées sous une forme fictionnelle destinée aux 8-10 ans. Les 2 premiers ouvrages, qui seront illustrés par Rémi Saillard, devraient sortir au printemps de l'année prochaine. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des échanges fructueux. Merci.